Je salue le patriotisme exemplaire des filles et des fils du Congo qui, face à l'adversité de la conjoncture économique et financière, s'illustrent par un sens élevé de responsabilité. Il nous faut préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix et la stabilité des institutions, bien loin de l'incertitude des remises en cause démagogiques, voire populistes. Depuis le 21 septembre 2020, l'université a réouvert ses portes sur recommandation de la Coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus COVID-19. La rentrée académique a eu lieu. Les étudiants, les enseignants-chercheurs ont repris le chemin des facultés et autres instituts publics et privés pour le compte de l'année académique 2020-2021. Ceci après plusieurs mois d'interruption à l'université, ça il faut le souligner. Et dans le même temps, les nouveaux bacheliers découvrent cet univers de connaissances pour la première fois. L'université Denis Sassou Nguesso de Kintele est aussi le point de mire. Elle est dans le viseur de l'actualité. En tout cas, le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre et surtout du Président de la République, Denis Sassou Nguesso, est à pied d'œuvre. Quand est-ce que les premiers étudiants franchiront les portes de cette université qui se veut être un véritable incubateur? Que deviendra l'université Marien Ngouabi dans la perspective de l'ouverture de l'université de Kintele? Quelles sont les innovations apportées à l'enseignement supérieur en République du Congo? Le ministre Jean-Bruno Richard Itoua donne des éclaircissements aujourd'hui dans Éclairage. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Alors, première question, la première vocation d'une université est de former des cadres capables de soutenir le développement d'un pays. Est-ce que l'université Marien Ngouabi joue aujourd'hui pleinement ce rôle? Alors d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation à venir participer à cette émission et donner ainsi l'éclairage, pour reprendre le titre de l'émission, dont les Congolais ont besoin sur la question du capital humain, des ressources humaines, de la formation et de l'enseignement, au cœur desquels se trouvent bien sûr tous les ministères en charge des enseignements, et en général et en particulier évidemment le ministère de l'enseignement supérieur. Nous sommes donc très heureux de pouvoir dire aujourd'hui ce que fait le gouvernement, et j'espère ce que fait le gouvernement de bien, pour que cette question qui est au cœur du plan national de développement puisse être correctement appropriée par l'ensemble de l'opinion, de tous les acteurs, et pour que, je l'espère, nous puissions parvenir à l'objectif de faire de l'homme et de la femme congolais les premiers moteurs du développement de notre pays. Ceci dit, je voudrais, si vous le permettez aussi, rappeler qu'on dit de façon générale qu'une université, qu'un établissement d'enseignement supérieur a 3 missions. La première mission, c'est la formation et l'enseignement. On distingue les deux choses. On y reviendra si vous souhaitez. Deuxième mission, c'est quand même la recherche. Et moi, j'aime ajouter et l'innovation. La troisième mission, ce sont les services à la communauté. Donc, l'université, c'est un lieu où on forme, certes, mais c'est un lieu où il y a, bien sûr, un bouillonnement, un bouillon de connaissances par le biais de la recherche, et par le biais de la connaissance qui s'y développe. Et c'est un lieu qui détient des compétences extraordinaires. Et ces compétences doivent être mises au service de la communauté. Je dis souvent, c'est le plus grand bureau d'études du Congo. Et donc, oui, l'université forme et enseigne. L'université organise la recherche et l'innovation, parce que c'est par la recherche et l'innovation qu'on accède à un certain nombre de diplômes. On ne devient docteur qu'à l'issue de travaux de recherche. Et l'université forme une centaine de docteurs chaque année. Au master commence l'initiation à la recherche. Il n'y a pas de master qui ne soit pas le lieu d'initiation à la recherche. Il n'y a pas d'université digne de ce nom si elle n'est pas équipée de laboratoires, notamment de laboratoires de recherche. C'est ce qui accompagne les différentes missions. Et aujourd'hui, de plus en plus, l'université est organisée en unités d'enseignement et de recherche.
en UR. On l'appelle ainsi ou on l'appelle différemment. Cela signifie que les deux sont toujours étroitement associés. C'est pour ça qu'on parle d'enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, nous allons franchir un pas assez rapidement, si tout va bien, avec la compréhension, le soutien du gouvernement. Nous devrions assez rapidement voir le décret portant création des premières écoles doctorales au Congo et à l'université Marien Ngouabi être mis en place. Donc c'est le lieu par excellence où se fait notamment la recherche. Donc l'université Marien Ngouabi, bon an mal an, remplit son rôle. Ce que souvent l'opinion oublie, et c'est assez étonnant, c'est que c'est la seule université publique actuellement, en attendant que l'université de l'Initiation Nguesso puisse ouvrir ses portes, que la plupart des cadres de ce pays, des cadres dirigeants, s'ils n'ont pas été formés directement à l'étranger après le baccalauréat, ce qui a été le cas de beaucoup d'entre eux, sortent de l'université Marien Ngouabi. C'est-à-dire les cadres, les chefs de service, les chefs de département, les chefs de division, les directeurs généraux, les ministres, les officiers, les hauts officiers, généraux parfois, sont pour la plupart et pour un grand nombre d'entre eux issus de l'université Marien Ngouabi. C'est eux qui tiennent ce pays. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Effectivement, mais si on prend le cas présent, Oui. on pense que l'université Marien Ngouabi a d'énormes soucis. Bon, il y a une volonté exprimée par le président de la République qui voudrait qu'il y ait des filières dans tous les départements du pays, des filières de l'université Marien Ngouabi. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Alors, si ce n'est pas le cas, alors qu'est-ce qui empêche que cela se concrétise? vous faites un péché mignon congolais, mais je vous le concède parce qu'il est congolais. Vous le partagez avec une grande partie de l'opinion, à savoir que enseignement supérieur égale Université Marien Ngouabi. Et ce n'est pas tout à fait le cas. L'Université Marien Ngouabi a beau être la seule université publique que nous avons, ce n'est pas le seul lieu où l'enseignement supérieur est délivré. L'enseignement supérieur est délivré à l'Université Marien Ngouabi, qui compte 11 établissements, facultés, instituts et écoles. L'enseignement supérieur est délivré désormais à l'Institut national du travail social, qui est un établissement d'enseignement supérieur public. L'enseignement supérieur est délivré pas loin d'ici au CIRAS, CFI CIRAS, qui a désormais le statut d'établissement public d'enseignement supérieur à part entière. L'enseignement supérieur est délivré dans les établissements privés, dans une proportion de 16 000 étudiants environ, comparé aux 35 000 de Marien Ngouabi, c'est-à-dire pas loin de la moitié de ceux de Marien Ngouabi, c'est-à-dire le tiers des étudiants présents sur le territoire congolais sont dans les établissements privés. Ce n'est plus rien, ce n'est plus la cinquième roue du carrosse. Donc, assimiler l'enseignement supérieur à l'université Marien Ngouabi est aujourd'hui, de toute évidence, une grosse erreur. Ce qui suppose que les établissements supérieurs privés comblent ce vide-là. C'est ce que vous semblez dire, monsieur le ministre. Pourquoi nous avons décidé, à une époque où je n'avais pas la charge d'enseignement supérieur, premièrement, de regrouper tout ce qui existait issu du CESB, Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, dans une seule université, je serais incapable de vous dire. C'est un choix stratégique de l'époque, j'imagine qu'il y a beaucoup de justifications, peut-être aussi parce qu'il existait peu de choses hors de Brazzaville. Une tentative a été faite à l'époque du président Lissouba de déporter la faculté des sciences à Dolisie, procédant de cette volonté justement de rapprocher l'enseignement supérieur de l'ensemble des territoires congolais. Et cela a été un échec, vous le savez. Pour quelles raisons on n'a pas développé d'autres structures d'enseignement supérieur ailleurs? Je serais incapable de vous le dire également. Mais ceci dit, un conseil national d'enseignement supérieur s'est tenu en 2015, avant que je n'arrive à la tête du département, et a décidé de pallier cette insuffisance, de faire deux choses. La première, de rapprocher l'enseignement supérieur des apprenants, donc aller là où ils sont, et ne pas leur imposer de venir où se trouve l'enseignement supérieur, c'est à Brazzaville. Ça signifie créer des structures d'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire, dans tous les départements. La première chose, de façon à ce que le bachelier de Ouesso reste à Ouesso et puisse se faire l'enseignement supérieur là-bas. Le bachelier de Dolisie reste à Dolisie, le bachelier de Djambala, si possible, reste à Djambala. La deuxième chose est pour moi
à mes yeux, c'est aussi important que la première. C'est rapprocher l'enseignement supérieur des utilisateurs des compétences. Rapprocher l'enseignement supérieur de ceux qui consomment ces compétences. Alors, exemple très simple. Ça paraît tout à fait sensé d'aller former dans le pétrole, non pas à Ouesso, mais à Pointe-Noire. Et c'est ce qui, jusqu'à présent, n'était pas fait. On formait en tout à Brazzaville. On formait dans l'agriculture à Brazzaville. On formait dans la santé à Brazzaville. On formait dans la forêt à Brazzaville. Ça, c'est la deuxième chose importante. Rapprocher l'enseignement supérieur des utilisateurs des compétences issues de l'enseignement supérieur, de façon à ce que dans ce dialogue entre les employeurs potentiels et les formateurs, nous puissions trouver la meilleure adéquation emploi-formation. Décision donc a été prise de créer 5 pôles universitaires départementaux. C'est à peu près l'équivalent des directions départementales. C'est la spécificité de l'enseignement supérieur. Chaque pôle couvre soit 2 départements, soit 3 départements. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas 10 ou 12. 5 pôles couvrent les 12 départements. Et au-dessus de ces 5 pôles universitaires départementaux, de créer 3 académies. Chaque académie couvre soit un pôle universitaire départemental, soit 2, soit 3. Cette réforme devrait arriver sur la table du gouvernement, je l'espère, dans les semaines qui viennent, à travers des textes. Ça a été long, grand débat, pour faire des choix institutionnels, pour faire les choix juridiques, pour faire les choix de structuration de cette architecture nouvelle où il y aura le ministère, le cabinet, les directions générales qui existent, des nouvelles que nous voulons créer, une inspection générale que nous voulons mettre en place, une agence nationale d'assurance qualité que nous voulons mettre en place. La loi sur l'agence d'assurance qualité a été déjà traitée par la Cour suprême, donc c'est imminent, son traitement par le gouvernement. Le décret portant création de l'inspection générale de l'enseignement supérieur ne devrait pas tarder à être signé. Moi, je l'ai déjà contresigné. Cette architecture, avec les académies et avec les pôles universitaires départementaux, n'a pas été facile à mettre en place. Ça y est, c'est fait. Les textes sont donc en circulation. Et donc, d'ici la fin de l'année, pour moi, c'est la plus grande réforme de l'enseignement supérieur depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, c'est la création de ces pôles universitaires départementaux et de ces académies qui vont donc, je le rappelle, avoir 2 objectifs. Se rapprocher de l'apprenant pour qu'il n'ait pas besoin de se déplacer, de faire des kilomètres, aller de chercher les parents, à un autre, chercher un parent, où il va s'installer, c'est pas sûr qu'on puisse loger tout le monde au campus, il faut trouver des moyens de survie. Et deuxièmement, se rapprocher des employeurs, que l'agriculture soit proche des bassins agricoles, que l'école de forêt soit proche de la forêt, que l'école de pêche soit proche des zones de pêche, que l'école de pétrole, comme je l'ai dit, soit proche des bassins pétroliers, qu'ils soient continentaux ou pas. Donc, c'est la plus grande réforme, à mon avis, depuis l'indépendance. Et dans le droit fil de cette réforme, nous voulons, dès l'année prochaine, ou en tout cas tout de suite après, créer le pôle universitaire départemental Brazzaville-Poul et le pôle universitaire Kouilou-Pointe-Noire. Monsieur le ministre, la rentrée académique 2020-2021 a eu lieu le 21 septembre. C'était donc effectif. Comment elle se déroule maintenant, presque un mois après? Très bien. Je dois dire à la satisfaction de tout le monde, et d'abord du gouvernement, mais aussi à la satisfaction de nos observateurs, et parmi lesquels l'UNESCO. Nous avons eu ici la visite de la directrice générale de l'UNESCO, qui a chaleureusement félicité le Congo, qui a réussi à préserver l'enseignement dans cette période difficile de confinement, de suspension des activités de tout genre, y compris éducatives. Nous avons pu poursuivre les cours pour les classes d'examen. Félicitations à mes 2 collègues qui en avaient la charge. Nous avons pu organiser des examens avec beaucoup de succès. Et aujourd'hui, nous avons pu successivement faire reprendre les activités académiques et les activités scolaires. Donc, une félicitation généralisée, et je crois que le Congo aujourd'hui est cité en exemple. Depuis un mois, ça se passe bien, mais pendant 6 mois, de mars à septembre, les gens se sont demandé ce qu'on faisait. On travaillait à la reprise. On a tellement travaillé que tout était prêt. C'est sur la base du dossier que nous avons présenté à la task force, à la coordination, qui a été donc jugé satisfaisant, que nous avons été autorisés à reprendre.
Et donc, nous avons mis en œuvre tout ce qu'on avait mis au point depuis des mois. Effectivement, nous voulons savoir ce dispositif-là, comment était-il articulé? Comment vous avez mis en place ce dispositif? C'était quoi exactement que vous avez mis en exergue pour réussir justement la tenue des examens et que bon, l'année 2020-2021 commence? L'enseignement supérieur est soumis, j'espère que tout le monde le sait, au régime LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Ce régime a la particularité d'être semestrialisé. On ne raisonne pas en année académique sur le plan pédagogique, on raisonne en semestre. Ainsi, la licence, ça ne correspond pas à 3 années, mais à 6 semestres. Le master ne correspond pas à 2 années, mais à 4 semestres. Bon, le doctorat, c'est un peu particulier. Donc, lorsque le gouvernement prend la décision de suspendre les cours, nous en étions presque partout, privés comme publics, au premier semestre, finissant. Donc, à la reprise, premier objectif, finaliser les premiers semestres. Ceux qui avaient encore des cours ont repris les cours. Ceux qui avaient fini les cours, qui avaient des examens passés, ont passé les examens. Ceux qui avaient déjà passé les examens ont fait tenir les jurys. Ceux qui avaient fait tenir les jurys ont fait la proclamation. Quelques cas particuliers avaient terminé les premiers semestres, ont pu tout de suite démarrer les semestres pairs, donc les seconds semestres. Donc, le premier objectif, c'était achever les premiers semestres. Ensuite, immédiatement, démarrer les semestres pairs, donc les seconds semestres. Donc aujourd'hui, dans la plupart des établissements privés et publics, ils ont commencé les semestres pairs. Ils ont fini les semestres impairs. Impairs, c'est-à-dire le 1, le 3, le 5. Et donc, d'après notre planning, nous devrions terminer les cours des seconds semestres fin janvier au plus tard, ce qui nous permettrait de démarrer l'année académique 2021-2022 en début février. Comment c'est organisé? Nous avons 3 catégories de situations, 3 situations. La première situation, c'est les classes à faible effectif. Et là, on n'a aucun problème par rapport aux règles liées à la riposte à la maladie, qui sont les règles d'or. C'est la chape de plomb. Il n'y a de cours que si ces règles sont respectées. Et il y a 0 tolérance. Il y a de dérogation que si elle est autorisée par les services appropriés, et notamment ceux du ministère de la Santé, avec lesquels nous avons un protocole sanitaire qui a été signé conjointement par les 2 ministres. Donc, pour les classes à faible effectif, aucun problème, la distance, le port du masque, le lavage des mains, la prise de température, désinfection régulière, dépistage sera fait régulièrement. Les classes à effectif moyen, dans certains cas, ça peut poser des problèmes. Dans ce cas-là, eh bien, on divise la classe en 2. On organise des rotations, une classe le matin, une classe l'après-midi, une classe un jour, une classe le lendemain, où on multiplie le nombre de demi ou de tiers de classe et qui ont des cours parallèlement si on a de la disponibilité en termes de salle de classe dans l'établissement. Là où nous avons quelques problèmes, c'est les classes à grands effectifs. Les amphithéâtres, par exemple. Voilà, c'est là où on a quelques problèmes. Alors, comment se déroulent les cours là-bas, finalement? Comment vous êtes organisé? Systématiquement, les classes ont été divisées en 2, 3, 4. Systématiquement. Systématiquement, les règles barrières doivent être respectées pour ce qui concerne la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et la prise de température. En revanche, nous sommes autorisés à hauteur de la capacité maximale de la salle, de l'amphi, nous sommes autorisés à dépasser le chiffre de 50 personnes, si toutes les autres mesures sont respectées. Et ça, c'est prévu dans le protocole sanitaire. Si ça ne suffit pas, la solution alternative, c'est l'enseignement à distance. Si nous ne pouvons pas faire en présentiel, eh bien, nous autorisons les établissements à le faire à distance. Et pour cela, certains établissements ont des produits que nous allons valider, comme le CIRAS et d'autres. Mais nous-mêmes, ministères, avons une plateforme qui est disponible techniquement, dont la mise en œuvre exige un petit peu d'argent. Le dossier a été soumis au gouvernement. Et dès que les fonds seront débloqués, nous rendons cette plateforme disponible qui permet de donner des cours, y compris jusqu'à 500 étudiants à la fois, mais qui permet de disponibiliser les cours en ligne, qui permet de faire des travaux dirigés et peut-être même certains travaux pratiques. Monsieur le ministre, on ne peut pas parler de l'université sans parler des étudiants, notamment de la bourse des étudiants. Qu'en est-il exactement? Parce que bon, nous apprenons que les étudiants ont des arriérés de bourse de plus de 24 mois. Qu'en est-il exactement sur la question de la bourse?
Si nous, enseignement supérieur, avec nos enseignants, avec nos étudiants, faisions monde à part au Congo, ça se saurait. Mais nous appartenons au Congo, qui traverse une situation difficile. Le coronavirus est venu aggraver la situation, notamment en ayant comme conséquence la réduction drastique des prix des matières premières et pour ce qui nous concerne, des prix du pétrole. C'est le monde entier qui est frappé de cette situation économique en conséquence de la pandémie avec donc des récessions de ce niveau-là. Le gouvernement se bat pour que chaque fois que c'est possible, on puisse payer un groupe d'étudiants. Ne pas attendre qu'on ait la ressource pour tous les étudiants. Le gouvernement se bat pour que lorsqu'il y a vraiment une urgence, on puisse y faire face. Nous avions une urgence pour Cuba, une exigence du gouvernement cubain pratiquement, que nous ne pouvions pas laisser rentrer des médecins sans leur permettre de préparer un peu leur voyage. Donc, on a dû trouver les ressources pour leur payer ne serait-ce qu'un trimestre de bourse. La liste des urgences en matière de bourse, elle est connue à notre niveau et nous travaillons, le ministère des Finances, pour qu'on puisse y faire face rapidement. Il y a des pays où c'est plus grave qu'ailleurs. C'est ceux auxquels il faut penser en priorité. Mais, je vous dis, si nous avions les moyens de payer la bourse tous les 3 mois, on le ferait, bien sûr. On l'a fait dans ce pays pendant des années. Oui, la crise est là, mais on ne va quand même pas croiser les bras devant on ne croise pas les bras. Alors, qu'est-ce qui se fait concrètement pour gérer cette situation? Mais ça ne peut pas être du ressort du ministre de l'Enseignement supérieur. Vous imaginez bien que je ne peux pas générer des ressources spécialement pour l'enseignement supérieur. C'est forcément du ressort de l'ensemble du gouvernement. Nous travaillons tous à améliorer la situation financière. La première chose sur laquelle nous travaillons, d'abord, c'est de nous discipliner en termes de dépenses. Et la dernière adoption ou le dernier examen du budget révisé a montré qu'en 2020, nous avons réussi à augmenter les recettes locales et à réduire les dépenses. C'est ça la direction vers laquelle il faut aller. Monsieur le ministre, nous allons parler de l'université de Kintélé. Oui. Université de Kintélé ou Université Denis Sassou Nguesso de Kintélé? C'est l'université Denis Sassou Nguesso qui se trouve dans la commune de Kintélé. Alors, l'ouverture des portes officielles, c'est quand exactement? La décision du président de la République, supportée par le Premier ministre lui-même, qui préside le comité de pilotage de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, est d'organiser la rentrée académique avant la fin de l'année. Donc, on y travaille. Il y a un comité de pilotage avec une supervision présidée par le Premier ministre. Le premier vice-président, c'est votre modeste personne. Le deuxième vice-président, c'est le ministre chargé des grands travaux. Le troisième vice-président, c'est le ministre chargé des Finances. Et il y a un coordonnateur. Et il y a un coordonnateur. Donc, il y a une supervision et il y a une coordination. À la tête de la coordination, il y a le professeur Obenga et il est assisté par 3 vice-présidents, je dis ça de mémoire, et par des rapporteurs et par des commissions. Le ministère de l'Enseignement supérieur y est évidemment représenté. Au jour d'aujourd'hui, sont prêts et transmis au secrétaire général les statuts de l'université, sont prêts les statuts du personnel, transmis au secrétaire général, est prêt le décret sur les armoiries. Le dossier de la rentrée académique a également été transmis par le ministère de l'Enseignement supérieur et au Premier ministre et au secrétaire général du gouvernement, qui définit donc les conditions d'organisation de cette rentrée académique, qui sont des conditions financières, qui sont des conditions institutionnelles. Il y a un certain nombre de dispositions à prendre. On ne démarre pas une université comme ça. Il y a des textes subséquents, règlement intérieur et ainsi de suite, mais aussi des textes portant création des établissements. Il y a un certain nombre de textes à prendre. Pourtant, les inscriptions ont déjà commencé, là. Oui, je vais y venir. Et puis, il y a des conditions pédagogiques et académiques. C'est une université, la mission est académique et scientifique. Donc, il faut définir les filières, il faut définir les curricula, il faut définir les programmes, il faut que les cours commencent à être préparés, et il faut définir le profil des enseignants, il faut trouver des enseignants, il faut organiser l'admission à l'université. Tout ça fait partie du dossier qui, pour l'instant, a été soumis au Premier ministre et au secrétaire général du gouvernement pour examen au conseil de cabinet et en conseil des ministres. Et ce n'est pas encore fait.
Donc, vous voyez ma difficulté à vous répondre. Lorsque le cabinet et le conseil des ministres auront examiné ces dossiers, vous aurez donc la décision du gouvernement en matière de rentrée académique dans tous les détails des modalités. La coordination, qui a fait le travail technique, a choisi de communiquer, c'est leur responsabilité. A choisi d'annoncer, c'est leur responsabilité. A choisi d'organiser la réception des inscriptions, c'est leur responsabilité. Permettez que moi je m'en tienne à celle du gouvernement qui, pour l'instant, est soumise à l'approbation d'un conseil des ministres qui doit se tenir, je l'espère, dès le retour du Premier ministre. Et quand ce sera fait, vous aurez toutes les informations sur tous les détails, les conditions de la rentrée académique avec, je répète, la volonté qu'elle ait lieu avant la fin de l'année. Ah, monsieur le ministre, l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé a une vocation panafricaine. Oui. Quelle est sa particularité? Et là, je dirais 3 grandes particularités. Et je voudrais ici féliciter, bien sûr, tous ceux qui y ont travaillé bien avant que je n'arrive, depuis peut-être 2011-2012. La loi portant création de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé date de 2013. Et tous les acteurs, je crois, doivent être félicités pour avoir accompagné le président dans cette ambition. Je pense en premier au professeur Obenga, bien sûr, mais je pense aussi à tous les autres acteurs, les ministres qui m'ont précédé, le ministre Abena, le ministre Moya, mais bien sûr, le maître d'ouvrage délégué, le ministre Bouya en charge des grands travaux et ses équipes, mais aussi l'entreprise, Unicon, qui est une entreprise dirigée par un jeune Congolais, et ça, c'est important quand même de le signaler, et qui porte ce projet depuis 2013. Cette université, je disais, a 3 grandes particularités pour ce que j'en ai compris du dossier. Premièrement, oui, elle a une vocation panafricaine, c'est-à-dire elle s'inscrit dans l'objectif de faire retrouver à Brazzaville ses lettres de noblesse en matière d'enseignement, de formation et en matière intellectuelle. Parce qu'une université, je l'ai dit, c'est un bouillon de culture et de connaissances. On ne fait pas qu'y enseigner, on développe des connaissances, notamment par le biais de la recherche. Donc, retrouver sa place. Brazzaville et Dakar étaient les 2 grandes capitales intellectuelles de l'Afrique subsaharienne francophone. Retrouver cette place. La deuxième, elle est tournée vers la science et la technologie. Tout acteur sérieux de l'enseignement supérieur et de l'éducation générale sait que pour que nous puissions accélérer le développement de nos pays, que nous puissions le faire par le biais des ressources humaines et du capital humain, nous devons améliorer l'ancrage de l'éducation aux sciences et techniques, aux sciences et technologies. Des programmes entiers existent pour ça, au niveau africain, au niveau des pays. Donc cette université a cet ancrage, tourné vers la science et la technologie, pas de façon théorique, mais à travers des écoles d'ingénieurs essentiellement, à travers des filières qui sont en relation directe avec le développement. Lesquelles, par exemple? De bâtiments, des travaux publics, des mines, l'énergie, l'hydraulique, les technologies de l'information et de la communication, pour ne citer que celle-là. En fait, c'est des filières qui n'ont rien à voir avec celles qui existent présentement à l'université Marien-Ngouabi. Alors, rien à voir, c'est trop dire, parce qu'il y a quand même quelques concessions qui ont été faites dans la conception. Dans la conception, finalement, on a concédé, par exemple, de créer là-bas un institut des sciences de l'éducation. Et donc, forcément, il y aura une relation forte avec l'ENS qui existe à Marien-Ngouabi, qui est l'école normale supérieure, où on forme les enseignants. Donc, forcément, ces 2 établissements collaboreront. On a choisi de créer là-bas un institut des sports à cause de la proximité de l'université avec le complexe sportif de Kintélé. Pour bénéficier de ces installations ultramodernes, on a décidé de créer un institut des sports là-bas. On a décidé de créer une école des métiers de la communication, très chère au ministre Bungala, parce qu'il y a un environnement qui est favorable. Donc, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'on pourrait retrouver. On a décidé de créer 2 facultés des sciences, sciences et techniques avancées. On précisera ça dans les jours qui viennent, notamment à travers le dossier dont j'ai parlé, qui sera examiné par le Conseil de cabinet et le Conseil des ministres. Nous y faisons des propositions très concrètes, mais il existe aussi à l'Université Marien-Ngouabi une faculté des sciences et techniques. Donc, évidemment, elles traiteront de beaucoup de matières similaires. Mais, en effet, il y a des filières qui n'existent pas à l'Université Marien-Ngouabi. Il n'y a pas une filière mine à Marien-Ngouabi, il n'y a pas une filière énergie, il n'y a pas une filière hydraulique, il n'y a pas une filière bâtiment, il n'y a pas une filière travaux publics, même si
l'UNSP, l'École nationale supérieure polytechnique de l'Université Mayen-Gwabi, propose ces spécialités, mais il n'y a pas de vrai cycle, de vraie filière dans ces domaines. Et ce sont des domaines vitaux pour le développement d'un pays. On dit que quand le bâtiment va, tout va. C'est ce que disent les économistes. Donc, comment voulez-vous que le bâtiment aille si on ne forme pas dans le bâtiment? On dit qu'il n'y a pas de développement sans infrastructure, donc notamment des routes. Comment voulez-vous qu'on veuille développer des routes et on ne forme pas dans les travaux publics? On sait que les mines pourraient être le deuxième, troisième poumon de notre pays, pourraient être le deuxième, troisième secteur de croissance de notre pays. Comment on peut imaginer développer ça si on ne forme pas dans les mines? On dit aussi que sans électricité, il n'y a pas de développement. Comment on peut croire à ça et on ne forme pas l'électricité? On dit que l'eau, c'est la vie. Comment on peut dire ça et si on ne forme pas? Donc, vous voyez, ça touche à des domaines très, très, très précis du développement qui ne sont pas pris en charge comme il se doit par l'université Mayen-Gwabi. Mais ceci dit, je répète, l'avenir, ce n'est pas d'avoir de nouveau tout à Brazza. Là, il y a cette exception. D'ailleurs, ce n'est plus Brazzaville, c'est Kintélé. On est bien content de ça. Voilà, Monsieur le ministre, merci de nous avoir donné des éclaircissements dans cette émission. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous avons reçu le ministre Bruno Jean-Richard Itoa, ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le ministre, merci de nous avoir édifiés. C'est moi qui vous remercie et j'espère que nous aurons pu donner un éclairage et convaincre les Congolais de la volonté du président et du gouvernement de faire du capital humain, des ressources humaines, comme je l'ai dit, le centre du projet de développement de notre pays. Ça consiste à travailler, on a beaucoup parlé de ça, sur les connaissances. Ça consiste à donner à ce capital humain du savoir-faire, de l'expertise, de la compétence. Mais ça consiste aussi à donner à ces ressources humaines des attitudes, des aptitudes, des valeurs morales, citoyennes, culturelles, propres à notre pays. Parce que c'est les uns et les autres, aptitudes, expertise, mais aussi comportement, qui déterminent une aptitude de la ressource humaine, de l'homme et de la femme, à être les meilleurs moteurs du développement. Je salue le patriotisme exemplaire des filles et des fils du Congo qui, face à l'adversité de la conjoncture économique et financière, s'illustrent par un sens élevé de responsabilité. Il nous faut préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix et la stabilité des institutions, bien loin de l'incertitude des remises en cause démagogiques, voire populistes.